Я с удовольствием предоставляю слово Сильвии Репи, и она сейчас произнесет нам доклад, который называется «Эпистемологические вещи». Bien, alors je renouvelle les remerciements pour les organisateurs de ces colloques, en particulier à nos amis russes qui nous accueillent dans cette magnifique ville. Et je suis vraiment contente d'être ici parmi vous pour partager un peu quelques idées sur la question du monstre. Donc, d'abord, il est vrai que les monstres et les monstrueux ne sont pas proprement parlés des notions psychanalytiques. On peut toutefois utiliser ces termes en les référant à des produits de l'imagination, comme il a été dit, donc de l'ordre de l'imaginaire, donc une des trois dimensions de l'expérience selon Lacan, ou alors selon la forme des comportements qui peuvent être considérés moralement critiqués et soumis à la poursuite judiciaire, comme ma collègue vient de le dire. Mais si nous revenons sur la question de l'imagination et des produits de l'imagination, nous devons faire référence évidemment aux rêves, et qui, selon les principes des déformations, Einstellung en allemand, qui les caractérise, met en scène des monstres fantastiques ou des actes monstrueux, subis ou accomplis par les rêveurs, qui rentrent alors dans les registres du réel. Je parle toujours en termes lacaniens du terme. Pour Lacan, le réel est une expérience de l'ordre du traumatisme et vient indiquer une jouissance qui va au-delà du principe du plaisir. Donc, le monstrueux est en relation avec ces points d'horreur rencontrés dans les rêves, ce que Lacan appelle aussi la touquée, en empruntant les termes à Aristote. La mauvaise rencontre. Point d'horreur. Oui? Oui? Ok, d'accord. Point d'horreur, donc ces points d'horreur qui concernent la rencontre avec la castration, la mort, ou la mise en scène d'un fantasme parricide ou d'inceste. Mais c'est là pour laissons de côté l'aspect imaginatif et onirique du monstrueux, soit-il de l'ordre de l'imaginaire ou du réel, pour introduire quelques repères épistémologiques sur les monstres et les monstrueux, à guise notamment d'ouverture de nos journées. Je ferai principalement référence aux travaux des philosophes français Georges Canguilhem et Michel Foucault. Vous savez que Michel Foucault était un élève de Canguilhem, qui sont parmi les pères de l'épistémologie. Encore, je suis trop proche? Je vais trop vite? Oui. Alors, oui. Donc, ces philosophes français, Georges Canguilhem et Michel Foucault, que vous savez, sont les pères de l'épistémologie française. Et les deux ont interrogé la notion des monstres et du monstrueux en croisant les domaines de la philosophie, de la science, de la médecine et du droit. Nous verrons quand même l'intérêt que ces différentes études ont pour la psychanalyse. Alors, Canguilhem et Foucault montrent les différentes conceptions de la figure du monstre dans les différentes époques de l'histoire. Et si Canguilhem interroge les rapports entre les monstrueux imaginaires et la monstruosité scientifique, qui est à entendre comme l'étude des monstres, Foucault se concentre plutôt sur l'analyse du passage du monstre comme hybride, c'est-à-dire comme mixte de la nature, au monstre comme monstre du comportement, les monstres moraux, et aussi aux conséquences qu'il en suivent pour les droits et la médecine, dans leur respectif exercice de pouvoir.
il nous paraît aussi intéressant de remarquer que la psychanalyse considère comme acte fondateur de la loi symbolique le repas totémique, qui, comme vous savez, fait suite au meurtre du père de la horde. Totem et tabou, comme vous savez très bien. L'anthropophagie, considérée comme un acte monstrueux au XVIIIe siècle, Foucault l'analyse à partir du cannibalisme des affamés avant la Révolution française, devient ainsi l'acte qui signe les pactes sociaux parmi les hommes. Donc vous voyez qu'à l'origine du pacte social, il y a un acte qui est considéré, qui est analysé par Foucault comme un acte de l'ordre du monstrueux. Mais revenons à Canguilhem. La question du monstre s'articule avec celle de la frontière difficile à établir entre les normales et les pathologiques. Je ferai un petit parcours bref par rapport pour introduire cette question. Alors, pour Canguilhem, les constantes physiologiques ne sont pas absolues. Les vivants ont toujours la possibilité de corriger les normes. Donc, l'homme normal est celui qui est capable de modifier les constantes physiologiques. Et la santé est, pour Canguilhem, une condition de plasticité technique, dit-il. C'est-à-dire qui implique la possibilité de créer des valeurs capables d'instaurer de nouvelles normes vitales. Donc, si l'anomalie accepte les cartes de la norme, en fondant, comme je vous disais, une nouvelle norme, les pathologiques viennent indiquer ce qui ne peut pas s'écarter de la norme. Nous sommes, comme vous voyez, loin de l'idée de la maladie comme diminution de la santé. Vous verrez pourquoi cette question s'articule à la question du monstre. Donc, quel est le rapport entre normes, anomalies, pathologie et monstre? Il écrit Canguilhem. Ce que la maladie fait apparaître d'anormal est exactement du nouveau. Et il écrit, je me réfère principalement à ses ouvrages Les normales et les pathologiques, et les monstres et les monstrueux, que c'est un article contenu dans un recueil de textes de Canguilhem. Ainsi, l'anormal n'est pas forcément monstrueux, mais le monstrueux est forcément anormal, au sens, pour Canguilhem, qu'il est un autre normal. Donc, si nous considérons l'anomalie comme une inégalité, une différence des niveaux, écrit-il, l'anormal ou l'anomale, il faudrait parler d'anomalie plutôt que d'anormalité en ces termes, comme les monstres, n'est rien d'autre que les différents. Donc, vous voyez que Canguilhem s'écarte de la conception fixiste et ontologique de la monstruosité à partir d'Aristote. Parce qu'il n'y a pour lui, comme disait ma collègue tout à l'heure, il n'y a pour lui une essence du monstre. On ne peut pas le définir, en quelque sorte. Mais ce qui me paraît intéressant dans son étude, c'est qu'il distingue la monstruosité du monstrueux. Quelle est la différence qu'il fait entre monstruosité et monstrueux? Alors, il explique qu'au Moyen-Âge et à la Renaissance, les hommes ont vécu avec les monstres, dans un mélange de légendes et histoires, et surtout sans les soucis de séparer la réalité de la fiction. La tératologie du Moyen-Âge et de la Renaissance se montre presque comme une célébration du monstrueux,
Hein. Pensons aux grilles de Jérôme Bosch, hein, où il écrit qu'Angoulême, ces grilles ne connaissent pas de démarcation entre les organismes et les ustensiles. Hein. La vie du quotidien a mélangé avec la vie du monstrueux. Pas de frontières entre les monstrueux et l'absurde. Quant à l'iconographie des cathédrales de cette époque, hein, pensez vraiment aux cathédrales gothiques, il y a une juxtaposition flamboyante de monstruosité et du monstrueux, où pour monstrueux nous attendons les produits de l'imagination, et monstruosité, l'étude scientifique, hein, c'est-à-dire la régularité scientifique. C'est pour ça que les cathédrales gothiques montrent très bien cette dualité. Donc, au XVIIe siècle et XVIIIe siècle, s'opère une tentative d'explication rationnelle de l'imagination. La monstruosité devient un concept biologique, réparti en classes, hein, selon des rapports constituants provoqués expérimentalement par l'homme. Ainsi, vous voyez bien, les monstres est naturalisé, l'irrégulier rendu à la règle, les prodiges à la provision. Ça disparaît. Les monstrueux disparaissent dans la monstruosité, c'est-à-dire l'étude du monstre. Pensons à l'embryologie, hein, qui commence à étudier la monstruosité afin de progresser dans la connaissance du mécanisme de développement de l'œuf. On cherche dans les organismes aberrants les régularités dans leur organisation. On a remarqué que la naturalisation de la folie est contemporaine de la naturalisation des monstres. Je vous renvoie à l'ouvrage de Michel Foucault, Folie et des raisons, histoire de la folie à l'âge classique. Naturalisation qui va toujours avec une classification selon les modèles biologiques. Merci. Donc on aura nosographie pour la folie et les malades mentaux, hein, et tératologie pour les monstres. Vous voyez ces classifications sur les modèles biologiques qui adviennent également dans les champs de la folie des maladies mentales en même temps que dans les champs des monstres. Cette transparence de la monstruosité la sépare une fois pour toutes du monstrueux, hein, c'est-à-dire les produits de l'imagination. La science, hein, casse les produits de l'imagination avec lesquels l'homme vivait avant, à l'époque du Moyen-Âge et de la Renaissance. Donc, cette réflexion de Canguilhem, comme je vous disais tout à l'heure, a beaucoup influencé Michel Foucault dans son analyse des normes qui soutiennent les mécanismes aveugles du pouvoir. Pouvoir apparemment innocent comme la médecine, la psychiatrie et la justice. C'est principalement dans un cours qu'il tient au Collège de France en 1974 et en 1975, qui a pour titre « Les anormaux », que Foucault interroge les domaines de l'anomalie au XIXe siècle à partir de 3 éléments. L'individu à corriger, les masturbateurs et les monstres. Les monstres est par définition l'acception, alors que les autres deux sont des phénomènes courants. On retrouve régulièrement les premiers, hein, donc l'individu à corriger, dans les différents appareils de correction, et le deuxième, les masturbateurs, à l'intérieur des microcellules de l'espace familial, hein, la chambre, les lits, les corps, dit Foucault. Donc, les cadres de référence du monstre
est la loi, soit-elle sociale ou naturelle. Et son champ d'application, les domaines juridico-biologiques. Les monstres est pour Foucault une infraction, forme spontanée de la contre-nature. Le problème, c'est qu'à partir de l'âge classique, il écrit « Cet espace de monstruosité devient de plus en plus effacé et diaphane. » Vous voyez qu'il va dans la même direction des Canguilhem. Par cette incorrigibilité rectifiable et de mieux en mieux investie par des appareils de rectification. Qu'est-ce qu'il veut dire, Foucault? Que les monstres finissent pour se confondre avec l'individu à corriger et les masturbateurs, qui deviennent, pour l'appareil médico-légal, les héritiers directs du monstre juridico-biologique. Vous voyez que d'un point de vue épistémologique et juridique et médical, ce n'est plus la transgression de la loi de la nature, c'est-à-dire franchissement des espèces, des genres, des règnes, à décréter les monstres, mais la transgression de la loi sociale, à travers des comportements du sujet qui viennent bousculer la morale et qui prennent le statut des crimes monstrueux. C'est donc les monstres moraux qui viennent interroger en parallèle les systèmes judiciaires et les systèmes médicaux. Foucault prend l'exemple de l'hermaphrodite. Prend deux cas d'hermaphrodite, c'est-à-dire deux femmes qui étaient devenues deux hommes, pour montrer comment ça change la conception du monstre, surtout pour la médecine. L'expertise médicale ne trouve pas d'indice de virilité dans les deux cas. C'est-à-dire, c'était à proprement parler des femmes qui avaient des goûts sexuels vers le propre sexe. Signe que la monstruosité n'était pas dans le corps, mais dans le comportement social. Ces cas montrent aussi l'exigence d'un discours médical sur la sexualité et ses organes, qui vient donc s'articuler au discours juridique dans son exercice de pouvoir de punir. Donc, ce qui remarque Foucault, qu'il y a une autonomisation d'une monstruosité morale. Vous voyez que la monstruosité naturelle est effacée par cette monstruosité morale de l'acte en lui-même, qui transpose la vieille catégorie du monstre du domaine des bouleversements somatiques et naturels au domaine de la criminalité pure et simple. Donc, les passages d'une conception du monstre comme raté de la nature au monstre comme criminel justifient ces changements des positions, en particulier de la médecine. Donc, les médecins pratiquent les expertises et deviennent l'expert de la prévention de tout acte immoral ou criminel. Au nom du bien-être du sujet et de la société, ces pratiques sont encore d'usage, du moins en France, dans les institutions psychiatriques en particulier. Donc, la question pour la psychanalyse est cruciale.
Comment peut la psychanalyse, nous pensons surtout à la psychanalyse en institution, je ne sais pas si ça se pratique aussi en Russie, rester aujourd'hui en dehors de ces mécanismes de pouvoir et de contrôle qui se mettent en place pour contrer les crimes monstrueux. Ça, c'est la première question que j'ouvre au débat. Une éthique de l'inconscient peut-elle encore s'imposer face à la morale de la prévention et de la surveillance du monstre? Quelle est la position de la psychanalyse face à cette prise du pouvoir de la médecine, face au contrôle de la monstruosité morale? Je laisserai évidemment les questions ouvertes. Et je vais conclure avec cette phrase de Canguilhem. « Les fantastiques est capable de peupler un monde. La puissance de l'imagination est inépuisable. Il y a une prodigalité du monstrueux dans l'imaginaire au Moyen-Âge et une pauvreté de celui-ci à l'époque de la science positive, à la fin du XVIIIe siècle et XIXe siècle. Donc, à travers la distinction entre les monstruosités et les monstrueux, Canguilhem montre qu'il y a quelque chose d'irréductible dans la nature du monstrueux, quelque chose, pour le dire en termes lacaniens, du terme du réel, quelque chose de l'ordre du réel, qu'on ne peut pas dire, qu'on ne peut pas expliciter, et qui ne peut pas être réduit par la science. C'est en revanche l'imagination qui, aujourd'hui, comme disait ma collègue Céline Masson tout à l'heure, aujourd'hui comme au Moyen-Âge, à travers l'art et la poésie, mais aussi à travers les rêves, se confronte au côté obscur du monstre. Côté obscur du monstre qui est aussi les côtés obscurs de l'être humain. Les sujets de l'autre scène, dirait Freud, les sujets de l'inconscient, dit Lacan. Donc, ces côtés obscurs, inavouables et traumatiques. Les symboliques ne peut pas contrer le réel. C'est la traduction de la pensée de Canguilhem par la psychanalyse. Et la cure permet de faire l'expérience. Une cure orientée par le réel, c'est une cure qui peut affronter les monstrueux. La psychanalyse, de même que l'art, nous le verrons cet après-midi dans les différentes interventions, s'expose et expose au réel de l'existence, grâce aussi à la rencontre avec les monstrueux qui traversent la parole et l'expérience de chacun. Spasiba.